On le ressent bien avant d'ouvrir son application bancaire. Le loyer qui grimpe sans prévenir. La facture d'électricité qui n'est plus juste agaçante, mais carrément angoissante. Les courses qui coûtent toujours plus cher, mois après mois, sans explication apparente. Aujourd'hui, des millions d'Américains se lèvent, partent travailler, enchaînent des trajets interminables, et se posent tous la même question, en silence. Comment on en est arrivé là? Ici, on ne parle pas de gros titres sensationnalistes ni de scénarios exagérés. On parle de vie réelle. D'une jeune femme qui met de l'argent de côté à chaque salaire, pour finalement le retirer quelques jours plus tard afin de payer l'essence et la nourriture. D'un homme qui travaille 6 jours sur 7, passe 4 heures par jour sur la route, et finit par admettre qu'il ne peut même plus se permettre la seule chose qui lui apportait un peu de joie. De familles qui découvrent des factures d'électricité à 600 $ et se demandent ce qu'elles ont bien pu rater. Et la vérité, c'est qu'elles n'ont rien fait de mal. Si vous avez déjà tapé « coût de la vie aux États-Unis en 2025 » sur Google, vous voyez très bien ce qui se joue. Les salaires stagnent pendant que les dépenses essentielles explosent. Se nourrir, se loger, se soigner coûte plus cher que jamais. Et l'écart entre simplement survivre et réellement vivre n'a jamais été aussi large. Cette vidéo ne parle pas seulement de statistiques. Elle parle de ce qu'il y a derrière les chiffres. Du quotidien réel des gens. De cette sensation étrange de courir sans avancer. On va décortiquer pourquoi tout est devenu si cher, comment on en est arrivé là, et ce que cela signifie concrètement pour l'Américain moyen. Restez jusqu'au bout, parce que comprendre le système, c'est déjà commencer à ne plus se laisser écraser par lui. Quand on écoute les jeunes générations aujourd'hui, la première chose qu'on entend, ce n'est ni la paresse ni le manque d'ambition. C'est l'épuisement. Pas la fatigue d'une longue journée de travail, mais celle d'un combat permanent contre un système qui semble devenir plus lourd chaque année. Une histoire m'a particulièrement marqué. Une jeune femme d'une vingtaine d'années répond à des commentaires de personnes plus âgées qui lui disent simplement de travailler plus dur, comme à leur époque. Sa réponse est sèche, sans détour, ce n'est plus la même chose. Derrière cette colère, il y a une frustration profonde. Le sentiment que les règles du jeu que ses parents ont connues ont disparu. Et sur un point au moins, elle a raison. Le paysage économique a radicalement changé. À la fin des années 70 et dans les années 80, les salaires et le prix du logement évoluaient encore à peu près ensemble. Acheter une maison dans la vingtaine était possible sans gagner 6 chiffres ni économiser pendant 10 ans. Les études supérieures n'impliquaient pas une dette qui vous poursuit jusqu'à la quarantaine. Les coûts de santé, de garde d'enfants, de transport étaient bien plus faibles par rapport aux revenus. Aujourd'hui, une fois l'inflation prise en compte, le salaire moyen est quasiment le même qu'en 1979. Pendant ce temps, le coût de la vie essentielle a bondi de plus de 70%. Ce n'est pas une question de pointer une génération du doigt. C'est reconnaître que les fondations économiques du pays ont glissé. Pendant des décennies, le crédit facile et les taux bas ont fait flamber les prix des actifs. Les maisons, les investissements, tout est devenu hors de portée. La concentration des entreprises a aussi joué un rôle clé. Moins d'acteurs contrôlent davantage de secteurs vitaux, alimentation, énergie, santé. Et quand quelques entreprises dominent un marché, les prix ne montent pas seulement, ils restent élevés, peu importe les difficultés des ménages. Là où un seul salaire suffisait autrefois à faire vivre une famille, aujourd'hui, même 2 emplois peinent à couvrir les factures. Résultat, une véritable dissonance mentale. On demande aux jeunes de suivre le même chemin que leurs parents, travailler dur, épargner, faire les bons choix, sauf que les chiffres ne tiennent plus la promesse. L'accès à une stabilité de classe moyenne coûte plus cher que jamais. Plus cher que les salaires. Plus cher que les opportunités. Et parfois, plus cher que l'espoir. Quand les jeunes disent que ce n'est plus pareil, ils ne réclament pas de la pitié. Ils demandent simplement de l'honnêteté. Alors posons la question franchement. Est-ce que l'économie américaine d'aujourd'hui exige plus d'efforts pour moins de récompenses qu'il y a une génération? Pour beaucoup, la crise du logement n'est pas un graphique ou un débat télévisé. C'est ce moment où vous restez assis dans votre voiture, après un long service, à essayer de comprendre comment vous allez payer le loyer le mois prochain. Une femme en Floride résume parfaitement la situation. Elle paie 1 300 $ de loyer, 650 $ pour sa voiture, 300 $ d'assurance, sans compter l'électricité, la nourriture et le reste. La voix tremblante, elle lâche. Soit je mange, soit je paie mes factures. Et même là, il faut choisir laquelle sera en retard. Ce n'est pas une mauvaise gestion. C'est le logement qui avance plus vite que les salaires. Les chiffres le confirment. Le prix médian d'une maison aux États-Unis tourne autour de 410 à 420 000 $, soit près de 6 fois le revenu médian d'un ménage. Là où le ratio était de 3 pour 1, il a doublé en une génération. Être propriétaire est devenu une question de timing et de chance autant que de travail. Même la location,
autrefois solution temporaire et abordable, est devenu un parcours du combattant. Un appartement d'une chambre coûte en moyenne 1500 $ par mois à l'échelle nationale. C'est moins que le pic de 2022, oui, mais toujours environ 15% de plus qu'avant la pandémie. Dans des villes comme San Diego, New York, Boston ou Miami, ce même logement dépasse facilement les 2500 $, voire 3000 $. Le marché ne s'est pas calmé. Il a simplement trouvé un nouveau niveau de prix, beaucoup plus élevé. Pourquoi cette situation? Parce que tout s'est enchaîné en même temps. Pendant des années, le pays n'a pas construit assez de logements. Après la crise de 2008, la construction a ralenti et n'a jamais vraiment repris. Ensuite, les taux d'intérêt sont passés de niveaux historiquement bas à 6 ou 7%, fermant la porte aux primo-accédants. Les investisseurs, des petits propriétaires aux grands fonds institutionnels, ont racheté des milliers de maisons, transformant les logements familiaux en biens locatifs. Dans des États comme la Floride ou le Texas, les assurances habitation ont explosé à cause des risques climatiques, alourdissant encore les coûts. Quand se loger devient à la fois rare et cher, les prix n'ont aucune raison de baisser. Les familles se retrouvent en concurrence permanente, et cette compétition tire les chiffres toujours plus haut. L'impact ne se limite pas à l'argent. Il est générationnel. Aujourd'hui, l'âge moyen du premier achat immobilier dépasse les 35 ans, un record historique. Et pour beaucoup, louer n'est plus une étape transitoire. C'est devenu un état permanent. Sans patrimoine immobilier, les écarts de richesse se creusent mécaniquement. Beaucoup de gens ont le sentiment d'être coincés, non pas parce qu'ils refusent de travailler dur, mais parce que les portes d'entrée vers une stabilité minimale se ferment les unes après les autres. Les prix montent, les options se réduisent, et l'effort ne suffit plus. Et même pour ceux qui réussissent à décrocher un toit, l'histoire est loin d'être terminée, car une fois les clés en main, une nouvelle réalité s'impose. Une avalanche de dépenses qui, bien souvent, font encore plus mal que le loyer lui-même. Parlons justement de ces coûts invisibles, ceux dont on ne parle presque jamais. Pour beaucoup d'Américains, le vrai choc ne vient pas du loyer ou de la mensualité du crédit immobilier. Il vient de tout ce qui gravite autour. Des factures incompressibles. Celles auxquelles on ne pense pas, jusqu'au jour où elles arrivent dans la boîte aux lettres et vous serrent l'estomac. Une femme a récemment partagé ses factures d'électricité après un été particulièrement chaud au Texas. 560 $ en juin, 650 en juillet, et une projection qui annonçait plus de 2000 $ sur 3 mois. Elle ne vivait pas dans une villa de luxe. Elle ne gaspillait pas l'énergie. Elle faisait tout ce qu'on recommande. Cuisiner à la maison, limiter les dépenses, couper partout où c'était possible. Et malgré ça, ça ne suffisait pas. Son cas est extrême, certes, mais il reflète une tendance nationale. Sur le papier, la facture moyenne d'électricité tourne autour de 150 $ par mois. Mais dans la vraie vie, ce chiffre s'effondre. Dans les États soumis à de longues vagues de chaleur, avec des réseaux vieillissants et une climatisation indispensable, des factures à 4 cents, 5 cents voire 600 $ deviennent courantes pendant les périodes de pointe. À cela s'ajoute l'eau, dont les tarifs ont fortement augmenté dans de nombreuses grandes villes, l'Internet devenu quasiment obligatoire pour travailler et vivre, et les assurances auto qui explosent partout dans le pays. Pris séparément, chaque hausse semble gérable. Ensemble, elles forment un deuxième loyer. Et puis, il y a le coût du travail lui-même. Un homme a raconté son quotidien. Près de 4 heures de trajet par jour, 6 jours par semaine, et un constat brutal, il n'a plus ni le temps ni l'argent pour les choses simples qui lui faisaient plaisir. Ce n'est pas une plainte exagérée. Les chiffres des voitures racontent la même histoire. Aujourd'hui, la mensualité moyenne d'un véhicule neuf dépasse les 700 $, et beaucoup paient plus de 1000. Les voitures d'occasion ne sont plus vraiment abordables non plus. Entre l'assurance, l'essence, l'entretien et des taux d'intérêt plus élevés, le transport est devenu l'un des postes de dépenses les plus lourds pour les ménages. Le vrai problème, ce n'est pas seulement le prix. C'est l'absence d'alternatives. La majorité des Américains n'a pas accès à des transports publics fiables. Ils ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir de voiture, comme dans certaines grandes métropoles ou dans d'autres pays. Le travail est loin du domicile, et le télétravail n'est pas une option pour des millions de métiers. Résultat, un piège. Il faut une voiture pour gagner de l'argent, mais une part énorme de ce même argent repart aussitôt dans la voiture. Tout cela crée un sentiment que beaucoup partagent sans toujours le dire. La vie ressemble de plus en plus à une liste interminable de paiements obligatoires, simplement pour exister. Pas des luxes, pas des extras, juste le strict minimum. Et quand même ces bases étirent le budget jusqu'au point de rupture, il reste un poste de dépense impossible à éviter plus longtemps. La nourriture. C'est souvent dans les rayons du supermarché que la réalité frappe vraiment. On peut négocier un retard de loyer, repousser une réparation, annuler des vacances ou supprimer des abonnements. Mais on ne peut pas arrêter de manger. Et c'est précisément pour ça que tant de budgets explosent chez Walmart, Aldi,
Costco ou dans les supermarchés de quartier. Une jeune femme l'a résumé avec une honnêteté désarmante. À chaque salaire, elle essaie d'épargner un peu. Elle met l'argent de côté, se promet de ne pas y toucher. Et 2 jours plus tard, elle le retire. Pas pour se faire plaisir. Pour la nourriture, l'essence, les besoins essentiels des 2 prochaines semaines. À chaque fois que j'épargne, dit-elle, j'en ai besoin pour quelque chose d'indispensable. Ce n'est pas une mauvaise gestion. C'est un signal clair. Les essentiels sont devenus trop chers. Les données confirment ce ressenti. Selon les plans alimentaires officiels, un adulte seul dépense aujourd'hui entre 3 cents et 4 cents dollars par mois en courses, selon la ville et le régime suivi. Et même après le pic post-pandémie, les prix continuent d'augmenter d'environ 2 à 3% par an. La réalité, c'est que l'inflation alimentaire n'a jamais vraiment reculé. Elle a simplement ralenti, en restant à un niveau plus élevé. Résultat, chaque salaire permet d'acheter un peu moins que l'année précédente. Mais le problème ne se limite pas au prix. Il concerne aussi l'accès à la nourriture. Dans de nombreux quartiers, notamment ruraux ou à faible revenu, les grandes surfaces ont fermé ou fusionné, laissant derrière elles des déserts alimentaires. Les habitants doivent alors se tourner vers des supérettes, des dollar stores ou de la restauration rapide, faute de supermarchés à proximité. Les produits frais deviennent rares et coûteux, tandis que les aliments ultra transformés restent bon marché. Économiquement, le résultat est prévisible. On achète ce qu'on peut se permettre, pas ce qui est le meilleur pour la santé. Et là apparaît un coût caché dont on parle peu. Manger moins cher aujourd'hui, c'est souvent payer plus cher demain, en problèmes de santé, en fatigue chronique, en stress accumulé. Des parents réduisent les portions, sautent des repas, remplacent les produits frais par des aliments longue conservation parce que les chiffres l'exigent. Le ticket de caisse devient une source d'angoisse, pas de nutrition. Quand même se nourrir devient un poids financier, une question revient sans cesse. Si manger est déjà si compliqué, comment faire face au reste ? Ce sentiment de retard ne s'arrête pas à la caisse. Il suit les gens jusqu'à la maison, se reflète dans leurs factures, leurs cartes de crédit et les dettes qui s'accumulent mois après mois. C'est là qu'entre en jeu une autre pièce essentielle du puzzle, le recours croissant au crédit pour simplement tenir. Pour un nombre grandissant d'Américains, survivre ne se paie plus en liquide. Ça se finance. Pas pour du luxe, mais parce que le coût de la vie a dépassé ce que les salaires permettent réellement de couvrir. Une créatrice de contenu l'a illustré en listant ses dépenses mensuelles. Loyer, électricité, eau, voiture, assurance, courses, essence. Puis elle a posé la question que tant de familles murmurent autour de la table de la cuisine. Laquelle de ces factures je peux sauter ce mois-ci et rattraper plus tard ? Ce n'est pas de l'irresponsabilité budgétaire. C'est le symptôme d'un système où, pour beaucoup, l'équilibre n'existe plus. On en arrive à un point où les revenus et les dépenses ne se croisent plus. Ils se frôlent à peine. Et pour combler cet écart, ce sont les cartes de crédit qui entrent en scène. Elles deviennent une béquille, mais une béquille coûteuse. En un an, les ménages américains ont dépassé les 1200 milliards de dollars de dettes sur carte de crédit, un record absolu. Et avec des taux d'intérêt qui dépassent désormais les 22%, chaque solde reporté d'un mois à l'autre grossit plus vite que la capacité de remboursement de la majorité des gens. Concrètement, une dette de 5000 dollars peut se transformer en bien plus que ça, uniquement à cause des intérêts, surtout quand on ne peut payer que le minimum. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces cartes ne servent pas à financer des vacances ou des gadgets dernier cri. Les enquêtes sont claires. Près d'un titulaire sur 2 les utilise pour couvrir l'essentiel. Les courses, un loyer incomplet, une facture d'électricité, une réparation de voiture imprévue. Et puis il y a la santé, qui complique encore tout. Même avec une assurance, les franchises élevées et les frais non remboursés forcent de nombreuses familles à s'endetter simplement pour se soigner. Une urgence, un spécialiste, une ordonnance. La maladie n'attend pas que l'épargne soit prête. Quand la facture arrive avant le salaire, la carte de crédit devient la seule option. À force, un schéma silencieux s'installe. La dette devient normale. Les intérêts deviennent attendus. Et l'espace pour respirer financièrement disparaît. En parallèle, les salaires peinent à suivre. Quand les revenus stagnent et que les prix montent, la dette comble le vide. Pas par choix, mais par nécessité. Elle devient ce pont fragile entre la vie qu'on essaie de construire et celle qu'on peut réellement se permettre. Un pont instable, parce qu'à chaque mois, le poids s'alourdit un peu plus. Ce qui rend la situation encore plus lourde, c'est l'impact émotionnel. Les gens savent qu'ils font de leur mieux. Ils budgétisent, réduisent leurs dépenses, renoncent à beaucoup. Et malgré tout, les chiffres les forcent à emprunter. À chaque paiement à crédit, le sentiment de recul s'intensifie. Si même les besoins de base doivent être financés, qu'est-ce que ça fait à la stabilité, à la confiance, au projet de long terme ? C'est là qu'on touche à la dernière pièce du puzzle,
la santé mentale et ce rêve américain qui s'effrite lentement. Quand les Américains parlent du coût de la vie, il y a souvent un moment où la discussion cesse d'être financière. Elle devient plus profonde, plus lourde. C'est le moment où quelqu'un avoue être fatigué d'une fatigue que le sommeil ne soigne pas, fatigué de travailler sans relâche, fatigué de courir après les factures, fatigué d'avoir l'impression que le progrès reste toujours hors de portée. Un créateur a décrit son quotidien sans chercher la compassion. 6 jours de travail par semaine, près de 4 heures de trajet par jour. Et plus rien à la fin, ni le temps ni l'énergie pour ce qui lui faisait plaisir. Il essayait simplement de comprendre pourquoi l'effort fourni ne produisait plus les résultats attendus. Et ce ressenti est loin d'être isolé. Les études montrent qu'une majorité d'Américains vivent un stress financier quotidien. Loyer en hausse, factures imprévisibles, dettes qui s'accumulent, pression constante. Même en faisant tout comme il faut, en travaillant plus, en dépensant moins, beaucoup ont l'impression que le sol se dérobe sous leurs pieds. Ce n'est pas un échec individuel. C'est le symptôme d'une économie où le prix de la stabilité a augmenté plus vite que la capacité à la payer. Les conséquences émotionnelles sont bien réelles. La pression financière pèse sur les couples, les familles, les décisions de vie. Les parents s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants. Les jeunes adultes doutent de pouvoir un jour acheter un logement. Les travailleurs se demandent s'ils connaîtront un jour autre chose que le rattrapage permanent. Peu à peu, les gens se sentent déconnectés du futur qu'ils imaginaient, parce que le chemin pour y arriver se rétrécit. C'est là que le rêve américain revient dans la conversation. Non pas comme une nostalgie, mais comme un indicateur du changement. Pendant longtemps, la promesse était simple. Travailler dur, faire les bons choix, et la vie s'améliorera progressivement. Aujourd'hui, cette promesse paraît plus fragile. L'accès à la propriété est repoussé de 10 ans. L'épargne ne suit plus le rythme de l'inflation. La mobilité économique ralentit. L'idée que chaque génération vivra mieux que la précédente s'effrite. Pourtant, l'ambition n'a pas disparu. Les gens ne demandent pas le luxe. Ils veulent du temps, de la stabilité, la possibilité de planifier. Une vie qui ne soit pas uniquement une course à la survie. Et ce désir-là prouve que l'espoir existe encore, même s'il est plus difficile à atteindre sous la pression de l'économie actuelle. Alors, que retenir de tout ça? En prenant du recul, le logement, les factures, l'alimentation, la dette, la charge mentale, on comprend que le coût de la vie en Amérique en 2025 n'est pas qu'une question d'argent. C'est une histoire humaine. Mesurée en stress, en temps sacrifié, en rêve constamment reporté parce que l'essentiel consomme déjà toute l'énergie. Comprendre le système, ce n'est pas s'y résigner. C'est réaliser que ces difficultés ne sont pas des échecs personnels, mais des obstacles structurels vécus par des millions de personnes en même temps. La vraie question, maintenant, c'est quelle partie de cette réalité vous parle le plus? Le logement? La nourriture? La dette? Ou cette impression de courir simplement pour rester à flot? Et si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre pourquoi tout est devenu si cher, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Parce que personne ne devrait avoir à traverser cette économie seule.